Les amis de l'église m'invitaient à leurs réunions pour que je ne reste pas seule. Mes filles venaient souvent me rendre visite, craignant que je tombe dans une dépression accablante. Et toutes les 2 semaines, comme une horloge, je recevais un texto. Tout va bien. 2 semaines après les funérailles, Patricia a disparu sans laisser de traces, à l'exception d'un bref mot laissé dans l'appartement. Je ne peux pas rester dans cette ville pleine de souvenirs. Je vais vivre chez ma tante à l'étranger. Le froid avec lequel elle parlait de simuler sa propre mort me terrifiait, mais je comprenais que c'était la seule façon de nous protéger tous. Espérance me dit en prenant mes mains dans les siennes. Quand tu recevras l'appel, ta réaction doit être totalement sincère. Vivent-ils comme un vrai couple? Lui ai-je demandé lors de l'une de nos premières conversations. C'était l'inquiétude qui me tourmentait le plus. Pour nos filles, leur père est mort dans un tragique accident et leur mère a eu la chance de retrouver l'amour avec un homme extraordinaire qui, par coïncidence, ressemble beaucoup à leur père. C'est mieux ainsi. Certaines vérités sont trop dangereuses pour être révélées. « Maman !» exprima Rosée entre des sanglots. « Je sais que papa t'a causé de la douleur, mais c'était un homme bien. Il s'était juste temporairement égaré. S'il avait compris à quel point il avait réellement perdu tout au long de nos vies, il aurait été sans voix. » Cet après-midi, j'ai nettoyé la maison de fond en comble. J'ai bien sûr préparé le plat préféré de Raphaël et je me suis mise la robe bleue que je portais lors de notre premier rendez-vous il y a 36 ans. Ce soir, je vais accueillir un étranger à ma porte. Mais peu à peu, dès qu'il est devenu évident que ses ennemis croyaient réellement qu'il était mort, nos échanges sont devenus plus longs et fluides. Il m'a confié qu'il s'était d'abord installé avec Patricia dans un petit village de la région de la Dordogne, en France. Ma réaction fut précisément ce que Raphaël avait anticipé, une douleur sincère et dévastatrice. Même si j'étais consciente que c'était une mise en scène, la réalité immédiate était que j'avais perdu mon mari. Je ne savais pas quand je le reverrais, si je le reverrais un jour. Avec elle, j'éprouve de la gratitude, du respect, peut-être un peu d'affection née de circonstances extrêmes, mais tu es ma femme, la mère de mes filles, l'amour de ma vie. Le jour de l'accident était un vendredi. J'ai reçu l'appel de la garde civile à 15h47. Cette histoire d'espoir nous montre que la vie peut basculer en un instant et que les personnes que l'on croit le mieux connaître cachent parfois des secrets que l'on n'aurait jamais imaginés. Mais elle nous enseigne aussi quelque chose de bien plus profond. Le véritable amour, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à se retrouver après s'être complètement perdu. Combien de fois avons-nous jugé des situations sans connaître toute la vérité? Combien de fois avons-nous considéré une histoire comme perdue alors qu'il ne fallait en fait que du temps pour guérir? L'histoire d'Espérance et Raphaël nous rappelle qu'au-delà de chaque trahison apparente, de chaque abandon inexplicable et de chaque comportement qui nous blesse, il peut exister une réalité bien plus complexe que ce que l'on voit au premier abord. Même si cela me cause parfois de la peine, cela me remplit aussi de fierté pour l'homme que j'ai choisi comme époux il y a tant d'années. Même dans des situations impossibles, Raphaël restait fondamentalement bon. « Et nous alors ?» lui demandai-je directement il y a 3 mois. Il travaillait comme menuisier sous le nom de Henry de Boys, tandis que Patricia donnait des cours d'anglais à l'école locale sous le nom de Marie Rousseau. Aux yeux du monde, ils formaient un couple de réfugiés espagnols ayant fui l'Espagne pour des raisons économiques. L'officier qui m'informa fut aimable, mais direct. Mon mari avait trouvé la mort dans un accident de la route. Sa voiture avait percuté un camion et avait pris feu. Les restes étaient tellement carbonisés qu'il serait impossible d'organiser des funérailles avec un cercueil ouvert. Mes documents personnels seraient habilement placés pour résister au feu. Et si un doute surgissait, personne n'oserait remettre en cause la réalité. Patricia est experte pour transformer des situations en accidents réels. Elle l'a déjà fait auparavant. « C'est compliqué, répondit-il sincèrement.
Nous partageons un foyer pour des raisons de sécurité et pour préserver nos fausses identités, nous devons faire semblant d'être un couple, mais notre relation n'est pas ce que les gens pourraient imaginer. Tu ne peux pas faire une scène de douleur, car tu ne sais pas qui pourrait regarder. C'est pour ça qu'il est essentiel qu'une partie de toi croie, ne serait-ce que temporairement, que je suis morte. Comment pourrais-je y parvenir ? 8 mois durant lesquels j'avais appris bien plus sur moi-même, sur l'amour, sur la survie et sur la complexité des relations humaines que durant toutes mes années précédentes. Demain, je me réveillerai avec mon mari à mes côtés pour la première fois depuis presque 1 an. Parfois, la vie vous oblige à tout perdre pour redécouvrir ce qui compte vraiment. Parfois, il faut laisser mourir une version de soi-même pour renaître plus fort et plus sage. Ainsi, Raphaël et Patricia ont officiellement disparu de ma vie pour toujours. Les premiers mois de mon veuvage ont été les plus difficiles que j'ai jamais traversés. Un appareil qui ressemblait à un vieux modèle tout simple. Toutes les 2 semaines, ce téléphone recevra un message texte qui dira simplement « Tout va bien ». Ce sera ton seul signe que je suis toujours en vie. N'essaie pas de répondre, ne cherche pas à nous localiser. Mais nous avons tenu bon et c'est, je pense, ce qui définit vraiment le véritable amour. Ce n'est pas la capacité d'éviter les tempêtes, mais la détermination à se reconstruire ensemble quand elles sont passées. La sonnette a retenti. Raphaël est rentré à la maison. Je ne combattais pas seulement la douleur profonde de ne pas savoir si je reverrais Raphaël, mais je devais aussi conserver une apparence de deuil convenable. Les voisins m'apportaient des plats faits maison et offraient leurs condoléances. Raphaël rentre à la maison ce soir, mais il n'est plus l'homme qu'il était, et je ne suis plus la femme qu'il a connue. Nous sommes 2 personnes qui ont surmonté une épreuve qui aurait brisé la plupart des couples. Il l'aidait à apprendre à vivre comme une personne normale, à ressentir ses émotions sans crainte et à forger une identité qui ne soit plus centrée sur la violence. Et maintenant, c'est le cas. Elle progresse. Elle a commencé à exprimer son désir de mener sa propre vie, indépendante de moi. Je pense que dans quelques mois, elle sera prête à tracer son propre chemin. La semaine dernière, j'ai reçu le message que j'attendais depuis 8 mois. Ses supérieurs la feront disparaître s'ils découvrent qu'elle m'a aidé au lieu de me tuer. Tu l'aimes. C'est compliqué. Espoir. Ce que je ressens pour elle ne se compare pas à ce que je ressens pour toi. Avec toi, j'ai construit une vie, une famille. 34 années d'amour véritable. Patricia est blessée, Esperanza, m'expliqua Raphaël lors d'une de nos longues conversations. Elle a été recrutée alors qu'elle était pratiquement une enfant. Son organisation l'a formée non seulement à éliminer ses cibles, mais aussi à éviter tout attachement émotionnel avec les autres. Pour elle, tomber amoureuse de moi a été aussi choquant que cela l'a été pour moi de découvrir sa mission. Elle bénéficie d'un accompagnement professionnel. Nous travaillons là-dessus ensemble. Il reste un nous, me répondit Esperanza avec une émotion palpable. Il n'y a pas eu un seul jour ces derniers mois où je n'ai pas pensé à rentrer chez moi avec toi. Mais je devais d'abord m'assurer que Patricia se trouve dans un endroit sûr et stable avant de prendre cette décision. Parce que, pendant les mois à venir, aux yeux de tous, je n'existerai plus. Tu ne pourras pas me voir, il n'y aura aucun moyen de me parler, tu ne sauras pas où je suis. Ta souffrance sera réelle, car ta perte sera authentique. Raphaël me remit un téléphone spécial. Il existe un réseau de personnes qui soutiennent les anciens agents cherchant à tourner la page, mais le chemin est long et difficile. Au fil des mois, j'ai commencé à comprendre que Raphaël était devenu non seulement le sauveur de Patricia, mais aussi celui qui l'aide à se reconstruire. L'accident aurait lieu sur la route vers Cordoue, m'avait-il dit lors de notre dernière rencontre. Patricia avait réussi à se procurer une voiture identique à la mienne. Nous la remplirions de restes organiques qui, après l'explosion, seraient impossibles à identifier par ADN. Pourtant, la situation est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Raphaël me contacte 1 fois par semaine depuis un téléphone sécurisé.
Au début, nos conversations étaient brèves et prudentes, ponctuées de codes que nous avions établis au cas où quelqu'un écouterait. Attends simplement et ensuite, quand ce sera sûr, tu recevras des instructions sur la façon de te retrouver avec moi. Et Patricia. Raphaël prit une profonde inspiration. Patricia m'accompagnera, du moins au début. Sa vie est également en danger maintenant. Je touche une modeste pension de l'université, reçois quelques condoléances ponctuelles d'anciens collègues de Raphaël et bénéficie du soutien constant des voisins et amis qui me voient comme une femme ayant tout perdu, d'abord par la trahison, puis par la mort. Il se présentera sous le nom de David Navarro, un veuf de Barcelone qui a déménagé en Andalousie pour commencer une nouvelle vie après avoir perdu sa femme dans un accident. Nous ferons officiellement connaissance dans quelques semaines. Pour elle, leur père est décédé dans un tragique accident et leur mère a eu la chance de retrouver l'amour avec un homme incroyable qui, par coïncidence, ressemble beaucoup à leur père. C'est préférable ainsi. Certaines vérités sont trop risquées à partager. Raphaël était un homme merveilleux. Sa prestation fut si marquante que plusieurs personnes commentèrent ensuite à quel point elles avaient été touchées par la souffrance de cette jeune femme qui aimait tant Raphaël. Nous nous retrouvions à des endroits différents à chaque fois. Un banc dans le parc de Maria Luisa, la bibliothèque publique, une petite église du quartier de Santa Cruz. Toujours en prenant soin de ne pas être vus ensemble, en nous assurant que personne ne nous suivait. Ces deux mots étaient devenus la seule lueur dans mon monde d'ombre. 8 mois s'étaient écoulés depuis les funérailles de Raphaël. Les funérailles furent un véritable spectacle théâtral. Patricia apparut vêtue de noir, portant d'énormes lunettes de soleil qui cachaient ses yeux. Après la cérémonie, elle s'approcha de moi et m'enlaça, murmurant à mon oreille « Je suis vraiment désolée, Madame Morales. » Bientôt à la maison, Patricia a décidé de déménager au Canada pour tout recommencer à zéro. Je t'aime. Aujourd'hui, alors que j'écris cette histoire, Raphaël arrive à Séville ce soir. Pas en tant que Raphaël Morales. Cet homme a cessé d'exister il y a 8 mois. Je suis officiellement la veuve de Raphaël Morales, professeur d'université respecté, tragiquement décédé dans un accident de voiture. Au cours des mois suivants, j'ai découvert davantage sur la relation entre Raphaël et Patricia que je n'aurais jamais voulu savoir. Ce n'était pas une histoire d'amour conventionnelle, mais quelque chose né de circonstances extrêmes, 2 personnes qui se sont sauvées mutuellement et qui dépendent désormais l'une de l'autre pour survivre. Paloma et Rosé arrivèrent en courant quand je les appelais. Mes filles, qui avaient été furieuses contre leur père pour m'avoir abandonnée, se mirent soudain à pleurer sa mort. C'est surprenant comme la mort, même fictive, peut amener les gens à ne se souvenir que des bons moments. Avez-vous vécu une situation où vous avez découvert que quelqu'un d'important dans votre vie n'était pas celle ou celui que vous croyiez? Avez-vous dû prendre la difficile décision de pardonner quelque chose qui semblait impardonnable? Combien de fois avons-nous pensé avoir perdu quelque chose qui ne demandait en réalité que du temps pour revenir? L'histoire d'Espérance et Raphaël nous rappelle que, derrière chaque trahison apparente, chaque abandon incompréhensible et chaque comportement blessant peut se cacher une réalité bien plus complexe que ce que l'on perçoit au premier regard. Demain, je me réveillerai avec mon mari à mes côtés pour la première fois depuis presque 1 an. Parfois, la vie nous oblige à tout perdre pour comprendre ce qui a vraiment de la valeur. Il faut parfois laisser une partie de soi mourir pour renaître plus fort et plus sage. Elle nous révèle aussi une leçon bien plus profonde. Le véritable amour ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la capacité de se retrouver après s'être complètement perdu. Combien de fois avons-nous jugé une situation sans en connaître tous les tenants et aboutissants? Raphaël revient ce soir, mais il n'est plus l'homme qu'il était en partant, et je ne suis plus la femme qu'il a laissée. Nous avons été 2 personnes confrontées à une épreuve qui aurait détruit beaucoup de couples. Si ce récit vous a ému, aidez-nous à toucher encore plus de personnes qui pourraient trouver du réconfort en sachant qu'elles ne sont pas seules dans leur combat.
likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui explorent la complexité du cœur humain. Mais nous avons surmonté tout cela et c'est, je crois, ce que représente vraiment l'amour. Non pas la capacité d'éviter les tempêtes, mais la force de reconstruire ensemble une fois qu'elles sont passées. La sonnette retentit. Raphaël est arrivé. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres relations, sur les secondes chances ou la complexité du pardon, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Votre expérience pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin aujourd'hui. Cet après-midi, j'ai nettoyé la maison de fond en comble. Bien sûr, j'ai préparé le plat préféré de Raphaël pour lui et je me suis mise dans la robe bleue que je portais lors de notre premier rendez-vous il y a 36 ans. Ce soir, je vais ouvrir ma porte à un étranger. Ou bien gardez-vous des secrets qui pourraient changer la façon dont les autres vous perçoivent. Ici, c'est un espace sûr pour partager, réfléchir et se connecter avec ceux qui ont emprunté des chemins similaires. Parfois, raconter notre histoire est le premier pas vers la guérison. Au fond, nous cherchons tous la même chose, être compris, aimés et trouver l'espoir que peu importe à quel point le chemin devient sombre, il y aura toujours une nouvelle aube. Retrouvez-nous pour la prochaine histoire. Et n'oubliez pas, votre histoire a aussi de la valeur. Cette histoire d'espoir nous rappelle que la vie peut changer radicalement en un instant et que ceux que nous croyons connaître peuvent cacher des secrets que nous n'aurions jamais imaginés. Ces yeux noisettes qui m'avaient captivé à 19 ans, évitaient les miens avec une détermination qui me glaça le sang. Il prononça mon nom d'une voix étrange, comme si c'était la première fois qu'il le disait. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » J'avais dressé la table pour 4, comme je le faisais toujours les dimanches. J'attendais l'arrivée de nos filles, Paloma et Rosée, qui venaient avec leur famille pour un déjeuner en famille. Ses cheveux avaient désormais plus de mèches blanches que lorsqu'on s'était mariés, mais il gardait cette façon de les laisser tomber sur son front que j'avais trouvée si séduisante dans notre jeunesse. Elle est jeune, Esperanza, très jeune. Elle a 21 ans. Elle s'appelle Paloma, 21 ans. 2 mois durant lesquels j'avais perdu 10 kilos sans même m'en rendre compte, développé une insomnie chronique qui me tenait éveillée jusqu'à 4 heures du matin et pris l'habitude de parler toute seule dans cette maison qui ressemblait désormais à un mausolée rempli de souvenirs. Le même âge que notre petite fille aînée, la fille de Paloma. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds et m'engloutissait. 34 ans de mariage, 2 filles élevées ensemble, une maison pleine de souvenirs, une vie construite brique par brique, jour après jour. Quand mes filles sont arrivées 1 heure plus tard pour le déjeuner dominical, elles m'ont trouvée toujours assise dans la cuisine avec la paella brûlée et les yeux gonflés de tant de larmes. « Maman, que s'est-il passé? Où est papa? » J'ai entendu le cliquetis de ses clés dans la serrure de la porte d'entrée, puis le moteur de sa voiture démarrer et ensuite le silence. Je me suis retrouvée seule dans cette maison qui semblait soudain immense et vide. « Je vais emménager avec elle », annonça-t-il comme s'il parlait de la météo. « J'ai déjà loué un appartement près de l'université. » Bien sûr, le professeur universitaire amoureux de son élève, quel cliché pathétique et prévisible, mais la douleur que je ressentais dans ma poitrine était trop réelle pour n'être qu'un cliché. C'était comme si on m'avait transpercé avec un poignard qu'on tournait lentement. Ma routine quotidienne se résumait à un cycle monotone et douloureux. Me réveiller tard après seulement 2 ou 3 heures de sommeil agité. Préparer un café que je n'avais même pas envie de boire. Ce n'était pas uniquement le rejet qui me tourmentait, mais le manque total de compréhension de ce qui s'était passé. Pauvre Esperanza, abandonnée par un jeune homme. Quelle honte d'être seule à son âge. J'étais désormais officiellement la femme trahie par un mari parti avec une autre. C'était juste une autre petite information dans les magazines People que ma voisine Carmen adorait lire.
Les plats que j'avais préparés pour 4 personnes me regardaient depuis la table à manger comme des témoins muets de l'humiliation que je venais de vivre. La paella était laissée inachevée. Le riz commençait à coller au fond de la poêle. C'est à ce moment-là que tout m'a réellement frappée. Paloma et Rosé me rendaient une visite presque tous les jours, avec cette expression de sollicitude maternelle plus douloureuse que n'importe quel réconfort. Mes propres filles, devenues mes gardiennes, me traitant comme une vieille femme fragile qui pourrait se briser à tout instant. La cuillère en bois que je tenais m'a glissé des doigts et est tombée au sol avec un bruit sec qui a résonné dans le silence qui a suivi ces mots. « Comment ça, tu as rencontré quelqu'un ?» ai-je réussi à articuler, bien que ma voix sonne étrange, même à mes propres oreilles. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait de découvrir, à 55 ans, que votre vie n'était qu'une illusion? Je m'appelle Espérance Morel, et voici l'histoire la plus douloureuse et surprenante que j'ai jamais vécue. Les habitants du quartier, ces mêmes personnes qui avaient été nos amis pendant tant d'années, me regardaient maintenant avec un mélange de compassion et de curiosité malsaine quand je sortais faire des courses. J'entendais leurs murmures dans mon dos. La maison que j'avais toujours vue comme un refuge semblait désormais une prison. Chaque recoin était chargé de souvenirs qui me hantaient. Le fauteuil où Raphaël s'asseyait pour lire les dimanches après-midi. J'étais dans la cuisine en train de préparer la paella dominicale, celle que nous avions rénovée il y a 5 ans avec des carreaux artisanaux achetés à Triana. Le parfum exquis du safran et du sofrito embaumait la maison, se mêlant au parfum des jasmins grimpant sur les murs du patio. Cela faisait 2 mois que Raphaël m'avait quitté pour cette fille. Les photos de famille qui ornaient les murs, nous montrant heureux à une époque qui semblait désormais appartenir à une vie révolue. Même l'odeur de son parfum persistait dans l'armoire, comme pour se moquer de ma douleur. « Ton élève !» répétai-je incrédule. « Raphaël, es-tu conscient de ce que tu dis? Cette jeune femme pourrait être notre petite fille. »« Je le sais, » affirma-t-il. Et pour la première fois depuis son entrée dans la cuisine, il me regarda droit dans les yeux. En seulement un après-midi, j'avais perdu non seulement mon mari, mais aussi l'image que j'avais de moi-même, de mon mariage et de toute ma vie. Les premières semaines après que Raphaël m'a quitté ont été un enfer que je ne souhaiterais même pas à ma pire ennemie. Ses mains tremblaient légèrement en tenant la poignée de la valise. Raphaël ne tremblait jamais. C'était un homme sûr de lui, un professeur d'université respecté, quelqu'un qui s'était déjà retrouvé face à des foules de centaines de personnes sans jamais montrer la moindre trace de nervosité. Cette tradition perdurait depuis plus de 20 ans, depuis que les filles s'étaient mariées et avaient fondé leur propre famille. En remuant le riz, j'entendis les pas de Raphaël dans le couloir. Chaque matin, en me réveillant, pendant un instant, j'oubliais ce qui s'était passé, puis la réalité me frappait comme une gifle glacée. Le lit s'était transformé en un océan de solitude là où se trouvait autrefois le corps chaleureux de mon mari. « J'ai rencontré quelqu'un », prononça-t-il, ces mots semblant sortir comme des balles qu'il fallait tirer vite pour ne pas perdre courage. Le monde s'arrêta. J'ai littéralement eu l'impression que le temps s'était figé à cet instant. Demanda Paloma, ma fille aînée, tandis que Rosé s'approchait pour me serrer dans ses bras. J'ai dû leur raconter la vérité la plus humiliante de ma vie. J'ai vu leur visage passer de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère. « 21 ans !» s'exclama Rosé. J'ai pleuré l'humiliation d'être abandonnée pour une femme qui pourrait être ma petite fille. J'ai pleuré la solitude qui s'étendait devant moi comme un désert sans fin. Crois-moi, je sais, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Esperanza, c'est différent. Elle me fait sentir vivant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ces mots furent comme un nouveau coup de poignard. Il ne s'était pas senti vivant à mes côtés. Si vous voulez découvrir le secret surprenant que cette jeune fille cachait et comment ma vie a pris un tournant totalement inattendu, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'à la fin. Je vous assure que cette histoire vous surprendra plus que vous ne l'auriez jamais imaginé.
Je me suis assise sur une des chaises de la cuisine et j'ai commencé à pleurer comme je ne l'avais pas fait depuis la mort de ma mère. J'ai pleuré ces 34 années durant lesquelles je pensais avoir vécu un mariage heureux. « Oh, cela ne fera que causer plus de douleur », ai-je répondu tout en remuant machinalement mon 4e café du matin. Je me sentais déjà assez humiliée. « Non, maman, quelque chose ne colle pas dans toute cette histoire », a insisté Paloma, sortant un carnet où elle avait noté des observations. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça et le comportement de papa n'a aucun sens. Elle s'est levée et a commencé à déambuler dans la cuisine comme elle le faisait chaque fois qu'elle devait traiter une information complexe. Et ainsi, un dimanche ordinaire d'octobre, tandis que l'arôme de la paella se dissipait dans l'air et que le soleil commençait à descendre sur Séville, ma vie s'est brisée en 1000 morceaux. Et il me quittait pour une fille qui pourrait être sa petite-fille. « Où l'as-tu rencontrée ?» murmurai-je, surprise que ma voix puisse encore fonctionner. « À l'université où j'enseigne. C'est mon élève en histoire médiévale. » M'asseoir sur la terrasse à contempler le jardin où nous cultivions autrefois ensemble nos géraniums et jasmins, en attendant que les heures s'écoulent jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle nuit sans fin. « Maman, tu dois manger quelque chose », insistait Rosée à chaque visite, apportant des plats faits maison que je goûtais à peine. « Tu ne peux pas continuer comme ça, maman. Tu ne mérites pas de te détruire à cause de lui, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. » J'ai réussi à demander alors qu'il était déjà sur le seuil. « Je vais te le dire moi-même, » répondit-il sans se retourner. Espoir. Je suis désolée, vraiment désolée. Et il est parti. C'était aussi simple que ça. Un homme qui avait été prévisible, méthodique et presque monotone dans sa routine pendant 34 ans se transformait soudain en un jeune homme capricieux capable de détruire une famille pour un simple caprice. C'était un mardi matin lorsque Paloma est arrivée avec une proposition qui allait tout changer. Elle est entrée dans la cuisine avec cette détermination qu'elle tenait de son père et s'est plantée devant moi, les bras croisés. « Maman, nous devons découvrir qui est vraiment cette Paloma, » a-t-elle lancé, utilisant le même prénom que la jeune fille, par une cruelle coïncidence du destin. « Pourquoi faire, ma chérie ?»« Papa est parti avec une fille de 21 ans. Il est fou, il a complètement perdu la tête. » Paloma, bien plus calme, m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « Maman, nous allons surmonter ça ensemble, je te le promets. » Mais je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Je restais là, debout, au milieu de la cuisine, à regarder l'homme avec qui j'avais partagé plus de la moitié de ma vie prendre sa valise et se diriger vers la porte. 34 ans réduits à une petite valise en cuir marron. Et les filles ? « Que se passe-t-il, mon amour ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi sache déjà que je ne voulais pas entendre la réponse. Je baissai le feu sous la paellera et me tournai complètement vers lui. Raphaël s'est passé la main libre dans les cheveux, ce geste qu'il faisait toujours quand il se sentait nerveux ou mal à l'aise. En entrant dans la cuisine, je sus immédiatement que quelque chose n'allait pas. Raphaël tenait dans la main une petite valise en cuir marron, celle qu'il avait utilisée lors de nos premiers voyages ensemble. Les dernières années de notre mariage avaient été pour lui une lente agonie. Toutes ces nuits passées ensemble à discuter sur la terrasse, tous ces voyages que nous avions faits en Espagne, toutes ces petites traditions que nous avions cultivées ensemble, tout cela n'avait donc été qu'une mascarade. C'était un dimanche d'octobre ordinaire à Séville, où le soleil réchauffait encore les pierres de notre patio andalou d'une chaleur que seuls connaissent ceux qui ont passé leur vie dans le sud de l'Espagne. Après 34 ans de mariage, je connaissais parfaitement le son de ses chaussures sur les carreaux en terre cuite. Pourtant, ce jour-là, quelque chose dans sa démarche était différent, plus lent, plus lourd, comme si chaque pas lui coûtait un effort colossal. Sur ces images, il semblait beaucoup plus jeune, peut-être à la trentaine, dans des lieux qu'il n'avait jamais mentionnés et avec des personnes qu'il ne m'avait jamais présentées.
L'une des photos m'a coupé le souffle. Raphaël portant un uniforme militaire que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas l'uniforme de l'armée espagnole qu'il avait porté durant son service militaire. Celui-ci était différent, plus élaboré, avec des insignes que je ne pouvais pas identifier. Ce commentaire me semble tellement ironique maintenant. J'ai pénétré dans le bureau et allumé la lampe de bureau. La pièce avait son parfum habituel, ce mélange de sa Cologne, de vieux livres et de tabac à pipe qu'il fumait parfois quand il travaillait tard. Paloma Fernandez s'est arrêtée devant une impressionnante villa de 3 étages avec une façade en marbre blanc et un jardin d'une propreté impeccable. Elle sortit des clés de son sac à main et ouvrit la porte d'entrée comme si elle rentrait chez elle. « Mon Dieu !» murmurai-je. C'était là que Raphaël préparait ses cours, corrigeait des examens et rédigeait ses articles universitaires sur l'histoire médiévale. La porte n'avait jamais été verrouillée. Raphaël avait l'habitude de dire que dans un foyer où règne la confiance, les serrures ne sont pas nécessaires. Elle est actuellement en dernière année d'histoire à l'université de Séville. Elle est censée habiter dans l'appartement que papa a loué près du campus. « Comment as-tu réussi à obtenir toutes ces informations ?» lui ai-je demandé. Paloma sourit pour la première fois en plusieurs semaines. Et si cette femme détenait des secrets mortels, quels étaient alors ceux que mon propre mari dissimulait? La nuit qui suivit notre découverte devint l'une des plus longues de ma vie. « Ça n'a pas de sens », murmura ma fille, alors que nous garions discrètement au bout de la rue. « Si elle est étudiante, que fait-elle dans ce quartier? Ici, les maisons valent des millions d'euros. » Paloma avait découvert que la jeune fille sortirait du cours de Raphaël à 14h30, après son séminaire d'histoire médiévale tardive. « Tu es sûre de vouloir faire ça, maman ?» me demanda ma fille, remarquant mes mains légèrement tremblantes alors que je tenais le volant. Et surtout, une étudiante espagnole ne parle pas l'anglais américain comme si c'était sa langue maternelle. Nous sommes rentrés à la maison dans un silence profond, toutes deux en train d'assimiler ce que nous venions de voir. Ce n'était plus simplement une infidélité dégradante. Elle arborait cette élégance décontractée que seule une personne de 20 ans, sûre d'elle et désirée, peut afficher. Pourtant, ce qui attira immédiatement mon attention n'était pas sa beauté, mais quelque chose de bien plus subtil et troublant. Ce n'était pas la démarche désinvolte typique d'une étudiante. C'était le pas de quelqu'un qui reste constamment sur ses gardes, qui observe son environnement, qui mesure chacun de ses gestes. C'était l'attitude de quelqu'un d'entraîné à être toujours vigilant. « C'est étrange, » murmurai-je. Même notre lune de miel, il l'avait planifiée 6 mois à l'avance, avec des itinéraires détaillés et des réservations pour chaque jour. « Et que proposes-tu » lui ai-je demandé, sentant pour la première fois depuis des mois une étincelle de curiosité qui n'était pas liée à la douleur. Au terme de sa conversation, la femme âgée est montée dans une Mercedes noire aux plaques diplomatiques stationnée devant la maison, puis elle est partie. Paloma est restée quelques minutes sur le trottoir, regardant son téléphone portable avant de retourner dans le manoir. Il y avait une couche beaucoup plus sombre et inquiétante derrière toute cette histoire. Cette nuit-là, pour la première fois en 2 mois, je n'ai pas pu trouver le sommeil à cause de quelque chose d'autre que la douleur liée à l'infidélité. Pas une seule fois dans sa vie, il n'a pris une décision importante sans l'avoir mûrie pendant des mois. Tu te souviens quand il a décidé de changer d'université? Il a pris 2 ans pour peser le pour et le contre. Et quand nous avons acheté cette maison? Et à ses côtés, d'autres hommes en uniforme, tous avec cette expression sérieuse et alerte que j'avais remarquée chez la jeune Paloma. « Mon Dieu !» murmurai-je en tenant la photo sous la lumière de la lampe. Nous avons visité 40 propriétés différentes avant de trancher. Même pour choisir le restaurant de nos anniversaires, il passait des semaines à lire les avis. Elle avait raison. Raphaël était l'homme le plus méticuleux et calculateur que j'ai jamais connu. Les tiroirs principaux contenaient ce à quoi je m'attendais. Des stylos, des dossiers d'examen, des factures de l'université, une correspondance académique.
Maman, je suis avocate, j'ai mes méthodes. Et puis, nous vivons à l'ère d'Internet. C'est incroyable de voir la quantité d'informations que l'on peut recueillir sur quelqu'un rien qu'avec son nom complet. Nous avons passé le reste de la matinée à organiser nos recherches. Elle avait de longs cheveux châtains ondulés qui tombaient en cascades soyeuses sur ses épaules, une peau dorée témoignant de journées d'été passées à la plage et un corps élancé et athlétique reflétant des heures passées à la salle de sport. Son langage corporel avait complètement changé depuis qu'elle était sortie de l'université. Elle avait désormais une allure professionnelle, sérieuse, comme si elle recevait des consignes de travail. Ce mot me paraissait exagéré et dramatique, comme si nous étions les personnages principaux d'une de ces séries policières que je regardais l'après-midi pour passer le temps. Elle était accompagnée d'une femme plus âgée, d'environ 50 ans, vêtue d'un tailleur qui respirait la richesse à des kilomètres. Elle était élégante, sophistiquée, avec cette autorité que possèdent souvent ceux qui ont l'habitude de donner des ordres. Les murs étaient couverts d'étagères chargées de livres sur l'histoire médiévale, des biographies de rois et d'empereurs, et des traités sur l'architecture gothique. Clairement, c'était un quartier habité par des gens riches et socialement influents. Finalement, Paloma Fernandez sortit de la villa, mais elle n'était pas seule. Je ne comprends pas très bien l'anglais, admis-je, mais cet accent ne ressemblait en rien à de l'espagnol. Leur conversation dura environ 10 minutes. La femme plus âgée semblait donner des directives et Paloma acquiesçait de temps en temps, prenant des notes dans un petit carnet. Je ne pouvais pas dormir car je ressentais un malaise, une peur lucide et glaciale qui me disait que Raphaël n'était pas parti avec une étudiante amoureuse, mais avec quelqu'un qui cachait des secrets dangereux. Paloma Fernandez était sans aucun doute une jeune femme d'une beauté saisissante. Ce qui me paralysa, ce fut d'entendre leur conversation. Elle parlait en anglais avec un accent américain parfait, comme si c'était leur langue maternelle. « Tu entends ça ?» chuchota ma fille en baissant la vitre de la voiture pour mieux écouter. « Maman, » a dit ma fille d'une voix tremblante, « ce n'est pas normal. Une étudiante ne vit pas dans un manoir de 2 millions d'euros. Une étudiante ne reçoit pas d'ordre de femme avec des voitures diplomatiques. » Il était facile de les reconnaître, de jeunes gens avec des sacs à dos qui parlaient fort, riaient, avec cette insouciance propre à ceux qui n'ont pas encore affronté de vraies difficultés dans la vie. Et puis, je l'ai vu. Je me suis levée avec les jambes tremblantes et je me suis dirigée vers son bureau, cet espace au 2e étage qui avait toujours été son sanctuaire personnel. Pendant toutes nos années de mariage, j'avais toujours respecté cet endroit. Après des années à être une épouse exemplaire, je m'étais transformée en une espionne amateur, poursuivant la maîtresse de mon mari dans les rues de Séville. Paloma Fernandez ne se dirigea pas vers l'appartement que Raphaël avait loué près du campus, comme nous l'aurions supposé. En tant qu'avocate, elle possédait cette pensée analytique qui lui permettait de repérer des schémas là où d'autres ne voyaient que du chaos. Réfléchis-y, maman. Papa n'a jamais été un homme impulsif. Au lieu de cela, elle se dirigea vers un arrêt de bus et prit la ligne qui mène au centre historique de la ville. Nous l'avons suivie en voiture, veillant à rester à plusieurs pâtés de maisons de distance. Elle marche comme une danseuse ou une soldate. Nous avons décidé de la suivre en maintenant une distance prudente. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on puisse l'entendre depuis la rue. Mais les questions qui me tourmentèrent le plus étaient ailleurs, plus sombres et troublantes encore. Que savait Raphaël de tout cela? Était-il vraiment une victime innocente d'une femme énigmatique, ou bien certains aspects de mon mari restaient-ils inconnus après 34 ans de mariage? J'ai commencé par le bureau, ce meuble en chêne massif que nous avions acheté dans une brocante à Cordoue pour notre 10e anniversaire de mariage. Il y avait quelque chose dans son regard, dans sa façon de se mouvoir, qui ne correspondait pas à l'image d'une étudiante amoureuse. « Maman, regarde comment elle marche » murmura Paloma à côté de moi. La jeune fille avançait d'une manière étrangement assurée, trop contrôlée pour son âge. Pourtant, en ouvrant le tiroir inférieur droit,
le plus profond, ma main a touché un objet qui n'aurait pas dû s'y trouver, une épaisse chemise dissimulée au fond, presque collée à l'arrière du tiroir. Je l'ai sortie avec des mains tremblantes. C'était une chemise en cuir noir, sans aucune étiquette, lourde au toucher. Quand je l'ai ouverte, mon monde a vacillé. À l'intérieur, il y avait des photographies, beaucoup de photographies, et sur chacune apparaissait Raphaël, bien que ce ne soit pas le Raphaël que je connaissais. Cette fille habite ici. Nous avons attendu pendant 2 heures et demie, cachés dans la voiture comme un couple de détectives amateurs. Pendant ce temps, j'ai vu plusieurs personnes bien habillées entrer et sortir des maisons voisines. « Nous allons enquêter discrètement sur cette jeune fille », a déclaré ma fille en ouvrant son carnet. J'ai déjà commencé à rassembler des informations de base. Son nom est Paloma Fernandez. Elle vient de Madrid à l'origine. À 6 heures du matin, alors que le soleil commençait à percer à travers les volets, j'ai pris une décision que je n'avais jamais envisagée en plus de 3 décennies de vie commune. J'allais fouiller dans les affaires de Raphaël. Elle est descendue du bus sur la place d'Armes et de là, elle s'est dirigée vers l'un des quartiers les plus exclusifs de Séville, un secteur de maisons élégantes et de superbes demeures du 19e siècle où réside la véritable haute société. « Non, répondis-je, mais j'ai l'impression que je dois le faire. » À 14h35, les étudiants commencèrent à sortir du bâtiment. Mais, pour la première fois depuis 2 mois, j'avais une mission à accomplir, un but qui n'était pas simplement de subir la douleur. Le lendemain, un mercredi gris de décembre, nous nous sommes garés avec ma vieille Seat Ibiza devant la faculté de philosophie et lettres de l'université de Séville. Qui était vraiment Paloma Fernandez? Comment était-il possible qu'une prétendue étudiante habite dans un manoir qui valait plus que tout ce que Raphaël et moi avions accumulé ensemble au fil de notre vie? Je suis restée éveillée jusqu'à ce que l'aube commence à filtrer à travers les volets de notre chambre, tournant dans un lit qui me paraissait soudain trop grand et froid, repassant encore et encore les images de cette femme élégante, parlant anglais avec la jeune femme qui avait brisé mon mariage. « Un masque !» répétai-je, ma voix à peine tremblante. « Toute notre vie a été une imposture. Non, Espérance, mon amour pour toi et pour les filles a toujours été authentique, toujours. Mais oui, mon identité a été créée pour me permettre de remplir ma mission. Et quelle est cette mission exactement ? Des documents dans plusieurs langues, comme l'anglais, le français, ce qui semblait être de l'allemand, et d'autres que je ne parvenais pas à identifier. Certains documents ressemblaient à des passeports ou pièces d'identité officielles, mais avec des noms différents pour Raphaël. Des signes que nous avions négligés pendant des décennies parce que nous lui faisions pleinement confiance. « Maman, » dit enfin Paloma, « si papa n'est pas celui qu'il prétend être, alors la jeune Paloma non plus n'est pas celle qu'elle prétend être. » Au fond du dossier, je découvris quelque chose qui me fit avoir l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Des rapports dactylographiés en anglais avec l'entête d'une entité ressemblant à une agence gouvernementale américaine. Raphaël m'avait toujours dit qu'il avait effectué son service militaire obligatoire dans une base près de Madrid, en classant des documents et en aidant aux tâches administratives. Il racontait que c'était si monotone que ça ne valait même pas la peine d'en parler. Pendant au moins 30 secondes, il ne cligna pas des yeux, ne prit pas une respiration, ne bougea pas d'un pouce. C'était la réaction de quelqu'un dont le monde venait de s'effondrer en un instant. Quand il réagit enfin, l'homme face à moi n'était plus mon mari. Absolument rien ne tournait rond dans ma vie. En arrivant dans la cuisine, Paloma me regarda avec inquiétude. « Maman, tu as le teint très pâle. As-tu réussi à dormir un peu ?»« Paloma, » lui répondis-je en m'affaissant lourdement sur une chaise. « J'ai besoin que tu me rendes un grand service. » Raphaël, à 25 ans, me semblait l'homme le plus sophistiqué que j'avais jamais rencontré, avec sa manière posée de s'exprimer et sa prétendue érudition en histoire et littérature.
J'ai posé la photo sur la table du café, entre sa tasse de cortado et mon café au lait, comme si c'était un atout caché dans un jeu mortel. Raphaël resta complètement figé, non seulement surpris, mais pétrifié comme une statue. Je ne l'ai pas interrompu. Nous ne connaissons rien, absolument rien. Je lui ai parlé des photographies, des documents, des multiples identités. J'ai observé son expression passer de l'incrédulité à l'inquiétude et finalement à la peur. Maman, ça ressemble à de l'espionnage. Lorsqu'il les rouvrit, il était devant un homme complètement différent. La façade du professeur d'université avait définitivement disparu. Espérance dit d'un ton qui semblait épuisé et dangereux à la fois. Il y a des aspects de moi que je n'ai jamais pu te révéler. Alors, raconte-moi maintenant. Je ne peux pas. Ce serait risqué pour toi. Plus risqué que de découvrir que mon mari de 34 ans est un parfait inconnu, plus dangereux que de vivre avec la certitude que toute mon existence a été une imposture. Raphaël regarda autour de lui dans le café une fois de plus, puis se pencha en avant, rapprochant son visage du mien. « Mon vrai nom n'est pas Raphaël Morales, » chuchota-t-il. « Je travaille pour des personnes que je ne peux pas nommer. J'ai toujours travaillé pour elles. Le mariage, la famille, la vie académique, tout n'était qu'un masque. Je ressentis comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Le soupçonner, c'était une chose, l'entendre le confesser de ses propres mots, c'était totalement différent. J'avais besoin de réponses, même si celle-ci allait détruire les derniers repères de la vie que je croyais connaître. J'ai donc envoyé un message à Raphaël. « Il faut que je te voie, c'est urgent. Café Central, place de la Constitution, demain à 11 heures. Votre mari figure dans les archives, mais son passé est faux. » Cette nuit-là, alors que je restais éveillé dans l'obscurité de ma chambre, j'ai tiré une conclusion inquiétante. L'homme avec qui j'avais été marié pendant 34 ans était un parfait inconnu. Nous avons passé les 3 heures suivantes à revoir tout ce que nous pensions savoir sur Raphaël, son passé, ses emplois, ses voyages à des conférences académiques qu'il faisait plusieurs fois par an, sa maîtrise surprenante de plusieurs langues qu'il prétendait avoir apprises par loisir. Elle a chuchoté comme si en prononçant ce mot à voix haute, elle pouvait attirer des dangers invisibles dans notre cuisine. « Ne dis pas de bêtises, Paloma. Ton père est professeur d'université. C'est ce que nous avons toujours cru, » répliqua-t-elle avec sa logique inébranlable. Sa capacité inhabituelle à s'orienter dans n'importe quelle ville du monde, comme s'il y était déjà allé auparavant. Ma fille m'a regardé comme si j'étais en train de dire une folie. Papa, maman, nous connaissons toute l'histoire de papa. Il est né à Grenade, a étudié l'histoire à l'université de Grenade, a accompli son service militaire, a obtenu son doctorat et a commencé sa carrière universitaire. Je refermai précipitamment le dossier et le rangeai dans le tiroir. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que ma fille l'entende depuis l'étage en dessous. « Oui, ma chérie. Je descends tout de suite. » J'essayais de forcer un ton normal dans ma voix, mais rien n'était normal. Sa posture changea, son expression devint rigide, et sa voix, lorsqu'il finit par parler, avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. « D'où as-tu obtenu ça? Non, qu'est-ce que c'est? Ou d'où vient cette photographie? » « Raphaël, commençai-je, surprise par la force de ma voix, j'ai besoin de te poser quelques questions et je veux des réponses sincères. » Son expression changea si subtilement qu'une personne ordinaire ne l'aurait pas remarqué. Mais je n'étais plus une personne ordinaire. Les documents étaient tellement techniques que je ne comprenais pas tout, mais je réussis à distinguer quelques mots. Opération, infiltration, objectif, élimination. Elena, j'entendis la voix de Paloma depuis le premier étage. « Maman, ça va? Je suis venue prendre le petit déjeuner avec toi. » 3 nuits blanches, remplies de conversations chuchotées au téléphone et de regards furtifs à chaque fois que nous sortions, comme si nous étions des criminels fuyant quelque chose que nous ne comprenions pas. J'ai finalement choisi de ne pas supporter 1 minute de plus cette incertitude. Au lieu de répondre, j'ai sorti de mon sac une des photographies que j'avais trouvées dans son bureau.
celle où il posait en uniforme militaire avec d'autres hommes armés, dans ce qui semblait être une base militaire à l'étranger. Il était ironique qu'aujourd'hui, tant d'années plus tard, je choisisse ce même lieu pour découvrir que tout ce que je croyais savoir sur lui n'était qu'une illusion. Je suis arrivé 15 minutes avant notre rendez-vous, non par nervosité, mais parce que je voulais observer son arrivée. Pourtant, cette photographie montrait un homme clairement impliqué dans quelque chose de bien plus sérieux que de simplement trier des papiers. Je continuais à examiner le contenu du dossier et trouvais quelque chose d'encore plus troublant. Et s'il était un étranger avec une vie secrète, alors sa liaison avec Paloma Fernandez n'était pas une simple aventure amoureuse. C'était quelque chose de bien plus complexe et dangereux, quelque chose qui pourrait nous coûter la vie. De petits détails qu'une épouse aimante aurait pris pour de la courtoisie et de la politesse, mais que je reconnaissais désormais comme des signes d'un entraînement professionnel. « Esperanza », prononça-t-il en s'asseyant. Ces dernières semaines, j'avais compris que prêter attention aux détails était essentiel. Je voulais voir comment il s'approchait du café, s'il regardait autour de lui, s'il montrait des signes de nervosité ou d'inquiétude. Pendant 3 jours après ces révélations, Paloma et moi avons discuté pour décider si nous devions confronter Raphaël ou continuer l'enquête en secret. J'ai fini la phrase que ni l'une ni l'autre n'osait mentionner. Exactement. Et si aucun de nous deux n'est vraiment celui qu'il prétend être, alors toute cette situation est bien plus menaçante que ce que nous avions imaginé. J'étais devenue une femme qui avait appris à observer, à se méfier, à détecter les mensonges derrière chaque sourire. Ses yeux se sont durcis un instant avant de reprendre son expression habituelle d'inquiétude conjugale. Quel genre de question? Mais s'il a de fausses identités, des comptes bancaires dans des paradis fiscaux et des uniformes militaires que tu ne reconnais pas, alors peut-être qu'il n'est pas vraiment professeur d'université. Sur l'un, il se nommait Michael Rodriguez, sur un autre, Roberto Martinez, et sur un troisième, Richard Morrison, tous avec la photo de Raphaël, bien que les dates de naissance et les nationalités variaient légèrement. Ma respiration s'accéléra. Que signifiait tout cela? Ce soir-là, Paloma a utilisé ses contacts au cabinet d'avocats où elle travaillait pour accéder à des documents officiels. Ce qu'elle a découvert nous a glacé d'effroi. « Maman », m'a-t-elle dit au téléphone d'une voix tremblante. « Dans ton bureau ?» répondis-je, contrôlant ma voix comme la sienne, avec les faux passeports, les multiples identités, les documents en anglais et les comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Raphaël ferma les yeux et souffla profondément. Raphaël est apparu exactement à 11 heures, comme il l'avait toujours fait, fidèle à sa ponctualité. Mais maintenant que je savais ce que je devais observer, j'ai remarqué des choses qui m'avaient échappé auparavant. Il y avait des cartes avec des itinéraires étranges, tracés, des codes que je ne comprenais pas et des numéros de comptes bancaires dans des pays que Raphaël et moi n'avions jamais visités ensemble. Suisse, îles Caïmans, Luxembourg. Pourquoi mon mari avait-il de fausses identités? Qui était vraiment l'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant plus de 30 ans? Avec des mains de plus en plus tremblantes, je poursuivis l'examen des papiers. « Que t'est-il arrivé? »« Chérie. » Il m'appelait encore chérie, après m'avoir quitté pour une autre, après avoir détruit notre famille, après avoir vécu une vie complètement fausse pendant des décennies, il avait encore l'audace de m'appeler chérie. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. « Tout va bien. Quelque chose est arrivé aux filles? » Même dans sa trahison, sa principale préoccupation restait nos filles. Cela m'a redonné un mince espoir, comme si, au milieu de ce cauchemar, une part de l'homme que j'avais aimé existait encore. Son dossier académique à l'université de Grenade existe, mais certains des professeurs qui étaient censés lui avoir enseigné étaient décédés des années avant qu'il n'y soit. Qu'est-ce que cela implique? Cela signifie que l'identité de Raphaël Morales a été fabriquée de toutes pièces. La façon dont ses yeux scrutaient toute la place avant d'entrer dans le café, comment il avait choisi une table qui lui permettait de voir à la fois l'entrée et la sortie arrière.
la manière dont il gardait toujours ses mains visibles sur la table, jamais dans ses poches, ni cachées. Directement de l'endroit où tu as trouvé ça, comme si tu savais parfaitement ce que c'était et pourquoi il était vital de le garder secret. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose pour moi en utilisant tes contacts juridiques. De quoi s'agit-il? J'ai besoin que tu découvres tout ce que tu peux sur ton père, son passé militaire, ses antécédents, tout registre officiel que tu peux trouver. Et pour la première fois en 34 ans, j'ai prêté une attention sincère à la façon dont il prononçait mon nom. Il y avait quelque chose de légèrement artificiel dans son accent sévillant, comme s'il jouait un rôle parfaitement répété, mais pas tout à fait authentique. « Tu es très pâle, chérie. »« Viens simplement, » lui ai-je répondu. Le café central était l'endroit où nous avions eu notre premier rendez-vous il y a 36 ans. J'avais 19 ans et portais ma plus belle robe bleu marine. Officiellement, Rafael Morales est né à Grenade le 15 mars 1964, mais j'ai trouvé des anomalies étranges dans ses documents. Son certificat de naissance a été délivré alors qu'il avait déjà 18 ans et non à sa naissance. Je savais qu'à tout instant j'allais recevoir l'appel qui changerait tout à jamais, la nouvelle de sa mort simulée. Raphaël m'avait expliqué chaque détail du plan lors de nos rencontres secrètes dans les jours précédents. Paloma est complexe. Complexe comme elle. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être, Espérance, et elle n'est pas avec toi par amour. Alors, pourquoi est-elle avec toi? Raphaël a de nouveau regardé autour de lui et a baissé encore plus la voix. Au cours des 4 dernières années, elle a éliminé 6 cibles dans différents pays européens en utilisant toujours la même méthode: séduction, infiltration et élimination. Raphaël passa sa main dans ses cheveux, un geste que je reconnaissais désormais comme une tactique pour gagner du temps, tout en décidant combien de vérités il pouvait révéler. Disons que je travaille pour protéger certains intérêts nationaux. Tu es un espion. Ce que je vais te dire est une information confidentielle qui pourrait nous coûter la vie à tous les deux si des personnes mal intentionnées apprennent que tu es au courant. J'ai hoché la tête, même si je n'étais pas sûre d'être prête pour d'autres révélations. Sa connaissance de l'histoire médiévale était trop superficielle pour quelqu'un censé être en dernière année. Ses questions en classe semblaient celles d'une personne qui se contentait de mémoriser des éléments basiques, pas d'une passionnée du sujet. Si je pouvais la transformer en une source d'informations sur l'organisation qui l'avait envoyée, j'aurais la possibilité de démanteler tout son réseau. Mais que s'est-il passé? Quelque chose que je n'avais pas du tout prévu est arrivé. Elle est réellement tombée amoureuse de moi. Ils considéreront que la mission est terminée et classeront le dossier, mais ils resteront ensemble. Raphaël prit mes mains à travers la table. Espoir. Je sais que c'est compliqué à comprendre. Ça veut dire m'éliminer, Espérance, que ce soit physiquement ou professionnellement. Sa mission est de me faire disparaître. 3 jours après cette conversation, j'ai reçu l'appel le plus dévastateur de ma vie. Raphaël avait perdu la vie dans un accident de voiture sur la route de Cordoue. Il y avait aussi des aspects physiques qui ne collaient pas. Il continua. Elle avait de petites cicatrices sur les mains, typiques de l'entraînement au combat. Sa posture était trop rigide, trop alerte. Son vrai nom est Patricia Kobalenko et elle fait partie d'une organisation d'élite spécialisée dans l'élimination d'individus comme moi, des personnes comme toi, des agents qui en savent trop, qui ont été impliqués trop longtemps dans des opérations secrètes, devenant un risque pour la sécurité de certains gouvernements ou entreprises. J'ai finalement réussi à demander à Raphaël: « Que va-t-il se passer maintenant ?» « Patricia est venue me voir il y a 3 nuits, » répondit-il. Elle était désespérée, pleurant d'une manière qui n'était définitivement pas feinte. Raphaël m'a expliqué que ces 5 dernières années, il avait participé à une opération complexe qui a démantelé des réseaux de corruption au plus haut niveau de plusieurs gouvernements européens. Mais Raphaël, j'ai réussi à murmurer entre mes sanglots, « Si elle essaie de te tuer, pourquoi es-tu encore vivant ?» Il a souri, mais c'était un sourire amer et dangereux, car j'ai découvert son plan avant qu'il puisse le mettre à exécution et parce qu'elle a commis une grave erreur. Quelle erreur!
Pourquoi as-tu maintenu ta relation avec elle? Raphaël esquissa un sourire avec cette expression amère qu'il avait adoptée depuis qu'il avait commencé à me révéler la vérité, car au début, je pensais pouvoir retourner la situation à mon avantage. Elle avait laissé une lettre dans l'appartement expliquant qu'elle ne pouvait pas supporter de rester à Séville après la mort de Raphaël, qu'elle partirait vivre chez une tante à l'étranger. Personne ne suspecta rien d'anormal. C'était simplement une étudiante dévastée par la perte de son amant plus âgé. Les jours qui suivirent ma conversation avec Raphaël au café furent les plus longs et angoissants de ma vie. Ils ont découvert ma véritable identité. Ils ne savaient pas exactement qui j'étais ni pour qui je travaillais, mais ils étaient convaincus que le professeur Raphaël Morales n'était pas ce qu'il prétendait être. Et c'est ainsi qu'ils ont envoyé Paloma, Patricia, pour t'éliminer. J'avais déjà dépassé ma limite de surprise dévastatrice pour toute une vie. Paloma Fernandez n'est pas une personne réelle. La conversation avait pris un tournant tellement surréaliste que j'avais du mal à croire que j'étais assise dans un café tranquille de Séville à discuter de plans d'assassinat avec mon mari. Mais la réalité était indéniable. J'étais au cœur d'une opération d'espionnage international. Au cours de ces années de travail sous couverture, il avait appris à simuler des morts de manière très convaincante. Avec la collaboration de Patricia, il pourrait faire croire à ses supérieurs que la mission avait été un succès, tandis qu'il disparaîtrait sous une nouvelle identité. « Mais il y a un inconvénient, continua-t-il. Pour que cela fonctionne, tu devras vraiment croire que je suis mort, au moins pendant un certain temps. » Mon cœur se serra de tristesse. Combien de temps? Nous avons élevé nos filles ensemble, partagé le lit, les repas, les vacances, affronté des problèmes, célébré des joies, et il a simulé être une autre personne tout ce temps. Paloma, j'ai demandé, même si une partie de moi avait déjà deviné la réponse. Le regard de Raphaël s'est durci. Sa voiture avait explosé après l'impact et les débris étaient tellement carbonisés que l'identification n'a été possible que grâce aux documents personnels trouvés sur place. Patricia est apparue à l'enterrement, complètement anéantie et sincère dans sa douleur. Elle pleura dans mes bras comme si elle avait perdu l'amour de sa vie. Son interprétation était si parfaite que, même moi qui connaissais la vérité, j'ai parfois cru à sa douleur. 2 semaines après les funérailles, Patricia s'était volatilisée. Elle est tombée amoureuse de moi pour de vrai. La révélation que Paloma Fernandez était réellement tombée amoureuse de Raphaël m'a laissé sous le choc sans savoir comment gérer cette information. Oui, mais je veux que tu saches que mon amour pour toi n'a jamais changé. Ce que je ressens pour Patricia est complexe. De la gratitude, du respect, peut-être un peu d'affection pour celle qui a tout risqué pour moi. Mais tu restes la femme avec qui je souhaite passer le reste de mes jours. Et quand elle parlait anglais au téléphone, sans se rendre compte que je pouvais l'entendre, son accent n'était pas espagnol, mais plutôt d'Europe de l'Est. Tu l'as enquêté? Bien sûr. Elle passait des nuits blanches, clairement tourmentée par quelque chose. Je l'ai surprise plusieurs fois à me regarder pendant que je dormais, avec une expression qui révélait, un véritable affection mêlée de désespoir. Et comment savais-tu que ce n'était pas un jeu d'actrice? Son travail en tant que professeur d'université lui permettait de voyager librement, de nouer des liens dans les milieux académiques et intellectuels, et d'obtenir des informations qui seraient autrement restées inaccessibles. Mais tout a basculé il y a 6 mois, poursuivit-il. Quelques mois, peut-être 1 an, jusqu'à ce qu'il soit complètement sûr de pouvoir revenir avec une nouvelle identité et te retrouver. Et Patricia, elle aussi, disparaîtra. Son organisation croira qu'elle est morte dans le même accident que moi. Patricia m'a sauvé la vie en ne terminant pas sa mission, et maintenant, elle risque la sienne pour m'aider à simuler ma mort. Nous avons besoin l'un de l'autre pour survivre. Cela implique qu'ils vivront ensemble temporairement.
Dans l'une des conversations que j'ai réussi à enregistrer, ses superviseurs l'ont averti que si elle ne terminait pas l'opération dans les 2 semaines, ils enverraient un autre agent pour l'éliminer elle aussi, puis s'occuperaient de moi de manière beaucoup moins subtile. Raphaël m'a dit qu'il avait commencé à observer des changements dans l'attitude de Patricia environ 1 mois après le début de sa prétendue relation. De petits signes indiquant que ses sentiments devenaient authentiques. Elle a commencé à montrer une vulnérabilité réelle, pas simulée. J'ai sursauté en m'imaginant qu'une tueuse professionnelle avait vécu dans l'appartement que mon mari avait loué, dormant dans le même lit, feignant d'être amoureuse tout en planifiant sa mort. Mais Raphaël, si tu savais tout cela, pourquoi ne t'es-tu pas simplement échappé? Parce que j'ai reçu un appel de ses superviseurs. Ils étaient très en colère parce que l'opération durait plus longtemps que prévu. Selon leur calendrier initial, je devrais être morte depuis 2 mois. Pour la première fois depuis des mois, des larmes ont commencé à couler sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était le résultat d'un mélange confus de soulagement, de terreur, de colère et d'amour. Parce que je suis très douée dans mon travail. Intuition, vraiment bon, et parce qu'en dépit de sa préparation, elle a commis des erreurs qu'une personne avec mon expérience seule aurait pu remarquer. Raphaël m'a confié qu'il avait commencé à se méfier de Paloma dès la 2e semaine de cours. Pendant 2 heures, nous sommes restés assis dans ce café pendant qu'il me racontait une histoire qui semblait sortie d'un film d'espionnage, mais qui était incroyablement vraie. Espérance, continua Raphaël, modulant sa voix en un murmure à peine audible. J'ai découvert que Patricia Kobalenko est née en Ukraine, mais qu'elle a été recrutée par une organisation internationale à seulement 17 ans. Pourquoi me faire croire que tu m'avais quitté pour une jeune femme? Parce que si mes ennemis savaient que tu comptais pour moi, ils t'utiliseraient contre moi. Faire semblant de t'avoir quitté était la seule façon de te garder en sécurité. Exactement, répondis-je. Sa méthode repose sur une infiltration personnelle. Elle s'approche de sa cible, crée une relation affective, gagne sa confiance, puis, elle fait en sorte que ça ressemble à un accident ou à un suicide. Le détachement avec lequel Raphaël racontait son propre assassinat programmé me glaça d'effroi, bien que ce qui m'alarmait le plus était de comprendre qu'il abordait ces sujets avec la facilité de quelqu'un qui vit constamment sous la menace de mort. Comment as-tu découvert son plan? Raphaël m'a raconté qu'il avait intercepté plusieurs communications entre Patricia et ses supérieurs. Là, il était clair que la jeune femme faisait face à une lutte interne entre l'exécution de sa mission et la protection de ma personne. Ce mot est trop simple pour ce que je fais, mais oui, en termes généraux, je suis impliqué dans le renseignement. Mon monde vacillait. Pendant 34 ans, j'ai été lié à un agent secret. Qu'est-ce que cela implique? Qu'au lieu de simuler un accident, il me tirerait simplement dessus et ferait passer cela pour un vol qui a mal tourné. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me tuer, mais que si elle ne le faisait pas, elle serait tuée et ensuite il viendrait pour moi de toute façon. Et que lui as-tu répondu? J'ai affirmé qu'il y avait une alternative. Raphaël m'a expliqué son plan qui était aussi risqué que brillant. Paloma Fernandez n'est pas une étudiante amoureuse de son professeur. C'est une agente professionnelle, tout comme moi, mais elle travaille pour l'ennemi. L'ennemi de quoi? Du mien. Elle a été envoyée spécifiquement pour me neutraliser. Me neutraliser, qu'est-ce que ça veut dire? Le café est devenu un décor surréaliste où les conversations ordinaires des clients continuaient pendant que mon mari me révélait que la femme pour laquelle il m'avait quitté avait été envoyée pour en finir avec lui. Alors, pourquoi le mensonge?